Alors bonjour à tous. Donc la plupart d'entre vous me connaissent car j'anime des ateliers à l'Amicale laïque d'Angoulême depuis plus de 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Atelier de sophrologie, atelier de gym douce et atelier mémoire que j'ai abandonné il y a plusieurs années déjà. Alors j'ai toujours aimé les enfants et j'ai exercé mon métier de professeur des écoles, en école maternelle à Paris et en école primaire en Charente. Et puis à l'âge de 40 ans, parce que je traversais à ce moment-là une période de stress importante, j'ai suivi des séances de sophrologie. Et devant les bienfaits que cela m'apportait, eh bien, je me suis inscrite à une formation de sophrologue à Paris. Et j'ai ainsi suivi donc, cette formation et en même temps une formation de relaxation pour enfants avec Geneviève Manon, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a écrit des livres pour les enfants. Ensuite, eh bien, j'ai animé des séances de relaxation dans quelques classes d'école primaire et d'école maternelle afin de rédiger un mémoire sur l'enfant et la relaxation. Et j'ai réalisé aussi, enfin avec le CDDP, une cassette vidéo, enfin une vidéo, on va dire, sur l'enfant et la relaxation aussi. Mais tout ça, c'est vieux, hein. C'est loin. Et ensuite, je me suis intéressée aux émotions grâce à une technique qui est peu connue, qui s'appelle l'EFT. Alors, EFT, c'est une technique américaine qui signifie Emotional Freedom Technique, et en français, on pourrait dire technique de liberté émotionnelle. Donc, c'est une technique énergétique qui me convient particulièrement et que j'utilise en complément de la sophrologie, en séance individuelle notamment. Parce que j'exerce maintenant en profession libérale et je reçois en séance individuelle des enfants, des adolescents et des adultes. Et j'ai découvert, grâce à cette technique, à la sophrologie aussi, l'importance des émotions et combien j'avais été, entre guillemets, une handicapée émotionnelle. Car dans ma famille, cela ne se faisait pas de montrer ses émotions, de montrer sa colère, sa tristesse, etc. Alors j'ai écrit cette conférence car j'ai constaté qu'en tant que parents, grands-parents et enseignants, nous manquons d'informations, nous manquons d'outils pour faire face aux émotions ou aux décharges émotionnelles des enfants. Nous nous sentons parfois complètement démunis face aux colères, aux tristesses, aux peurs, au stress émotionnel des enfants. Donc nous pouvons ressentir de l'inquiétude, voire parfois de la culpabilité, et nous ne savons pas toujours comment nous y prendre. Alors cela m'est arrivé avec mes petits-enfants, et grâce à eux, j'ai beaucoup lu, et j'ai lu notamment Isabelle Fillosa, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a beaucoup écrit sur les émotions des enfants, pas uniquement, hein. Et j'ai développé petit à petit ce qu'on peut appeler l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à prendre en compte nos émotions, celles de nos enfants, et à les accompagner. Et c'est surtout cela qui est important. Parce que je pense que notre rôle d'adulte, parents ou grands-parents, c'est d'accompagner l'enfant face à ses émotions. Dans une première partie, je vais vous parler des émotions en général, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et dans la deuxième partie, elle sera plus consacrée aux émotions chez l'enfant et à l'accompagnement de ces émotions. Voilà. La société actuelle nous demande de maîtriser nos émotions, de les gérer, un peu comme on gère son compte en banque, quoi. C'est sois fort et surtout ne ressens pas et ne montre pas tes émotions.
Et souvent, la raison va s'imposer au détriment de l'émotion. On a l'habitude de regarder l'émotion de travers, souvent de l'associer à une fragilité, une défaillance ou un ennemi à abattre. C'est-à-dire que quand nous nous laissons aller à ressentir nos émotions, parfois nous nous disons « Ah, je ne me reconnais pas, c'est plus fort que moi ». Donc, tellement c'est loin de l'image que nous voulons donner de nous-mêmes. Et si nous nous laissons aller à exprimer notre tristesse, mais parfois nous pouvons être traités de dépressifs. Si nous exprimons trop notre colère, on peut s'entendre dire que l'on est agressif, voire violent. Si nous exprimons trop notre peur, on peut nous traiter d'anxieux. Donc, tout cela, ça vient de loin en fait. Ça vient de l'éducation où on nous rappelle qu'un garçon, bien, ça ne pleure pas. Qu'une fille, ça ne crie pas. Ou qu'elle n'est pas jolie quand elle est en colère. En fait, nous apprenons dès l'enfance à faire le tri dans les émotions que nous ressentons, c'est-à-dire celles que nous pouvons exprimer et celles que nous devons réprimer parce que ça risque de nous retomber dessus. Et c'est comme cela que je suis devenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, une handicapée émotionnelle pour faire plaisir à mes parents parce qu'ils ont traversé des périodes très difficiles, notamment des périodes de deuil, et pour ne pas en rajouter à leurs problèmes et à leurs émotions. Donc, je n'exprimais pas ce que je ressentais. Mes parents disaient toujours de moi « Oh, elle est gentille, on ne l'entend pas ». Sauf qu'à l'intérieur de moi, c'était une cocotte minute, une véritable cocotte minute. Lorsque nous refoulons nos émotions, cela fait comme une cocotte minute à l'intérieur de nous. Et lorsque la pression est trop forte, eh bien, la cocotte explose sous forme de violence ou de maladie. Et les émotions réprimées, eh bien, elles vont prendre le pouvoir sur notre vie et elles vont engendrer des paroles, des actes que nous n'aimerions pas avoir prononcés pour les paroles ou faits pour les actes. Et elles vont engendrer en tout cas un mal-être. Et pourtant, les émotions sont au cœur de notre vie. Alors, les émotions, ce sont des réactions physiologiques, c'est-à-dire que ça passe dans le corps, ça passe par le corps. Une émotion, ça se voit sur le visage, c'est-à-dire que quand on est joyeux, ça se voit sur notre visage, quand on est en colère, quand on est triste. C'est quelque chose qui se voit, qui nous vient de l'extérieur, mais ça se passe à l'intérieur. Et l'émotion, tu peux me le mettre bien? Ouais. Ça a un sens, une intention, et elle est guérissante. C'est ce que dit Isabelle Fillosa, donc c'est un extrait d'un de ses livres. Et le mot émotion vient de movere, movere qui veut dire mouvement. Donc l'émotion, ça nous met en mouvement, et cela passe par le corps avant le cerveau. Donc l'émotion, c'est une énergie. Si vous pensez à la joie, eh bien l'énergie de la joie, ça va nous faire rire, ça va nous faire sauter, ça va nous faire danser, c'est une énergie motrice. Si vous pensez à la peur, l'énergie de la peur, c'est plutôt une énergie de retrait, de recul, ou parfois de fuite, et heureusement. Et par exemple, si vous voyez un serpent devant vous, eh bien, vous pouvez être figé sur place et ne pas bouger du tout, ou au contraire, peut-être prendre vos jambes à votre cou et vous enfuir. Hein. Donc, voilà pour la peur. La colère, elle, c'est une énergie qui va nous faire taper des pieds, hurler, crier, bouger en tout cas, la plupart du temps. Hein. Et la tristesse, au contraire, ça va être une énergie de repli. La tristesse,
ça nous ralentit, on se referme sur soi-même. Et tout cela, ça a du sens, car l'émotion, c'est vraiment une réaction indispensable à notre survie même. Elle vise à nous permettre de nous adapter à une nouvelle situation. Donc les émotions peuvent être libératrices, elles sont souvent libératrices et elles nous font du bien. Si on pense à la tristesse avec les larmes, elles nous réparent. Ce qui est important, c'est de pouvoir les exprimer. D'abord, c'est de les reconnaître et de les exprimer. Et chaque individu va avoir son propre mode d'expression des émotions qui va varier en fonction de son éducation, des modèles qu'il a reçus, c'est-à-dire de la façon dont chez lui, on lui a appris ou pas à recevoir, à exprimer ses émotions. Et cela dépend aussi de notre propre sensibilité. Alors, il y a 3 étapes dans l'émotion. Il y a ce que l'on appelle la charge. Alors, la charge, c'est quand ça monte à l'intérieur de soi. Quand on commence à ressentir les sensations corporelles, c'est-à-dire que quand je vais me mettre en colère, je commence à sentir que ça bout à l'intérieur de moi, que le cœur s'accélère, je peux avoir des sueurs. Donc, c'est ça qu'on appelle la charge. Puis après, la charge, il y a la tension, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette énergie pour agir. Donc ça peut être pour courir si on a eu peur, pour crier si on est en colère, pour sauter si on a de la joie, ça peut être ou pour se replier si on est en tristesse. Et puis, il y a ce qu'on appelle la décharge. La décharge, c'est au moment où ça arrive au cerveau. Parce que les 2 premières étapes, ça se passe plus dans le corps. Par exemple, si je prends l'exemple de l'accident de voiture. Par exemple, l'accident, ça a failli m'arriver hier matin. Une voiture arrive en face de moi et bien sûr, je ne réfléchis pas, je ne me dis pas « Attends, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche, qu'est-ce qu'il faut que je passe ?» Ça passe tout de suite par le corps. Et tout de suite, j'ai voulu l'éviter, donc je suis allée vers le trottoir. Donc c'est passé immédiatement par le corps. Je commençais à sentir mon cœur qui s'accélérait à l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai agi tout de suite, mais ensuite, une fois que j'ai réalisé que c'est monté au cerveau, il y a eu ce qu'on appelle la décharge. Et alors là, c'est comme j'ai eu un peu des tremblements en me disant « ouf, ouf ». Voilà, c'est ça qu'on appelle la décharge. Alors, je vais évoquer donc 4 émotions principales, dont l'objectif est de maintenir la vie. Alors, la peur, donc j'en ai déjà un peu parlé, cette émotion, elle nous permet de sauver notre peau. Heureusement que l'on a peur. Heureusement, parce que si je marche sur le trottoir, que j'entends tout d'un coup une voiture qui freine derrière moi, eh bien, je vais vite aller me mettre sur le côté, je vais me protéger, je vais me mettre en sécurité. Donc, cette émotion-là, la peur, elle va nous aider peut-être à nous enfuir ou à nous immobiliser. En tout cas, elle va nous protéger. La colère, c'est une émotion qui est utile pour se positionner, pour s'affirmer, pour dire « ça suffit, j'en ai assez, je ne supporte plus, je ne te permets pas ». Donc, c'est une émotion qui nous pousse à nous faire respecter, à faire respecter nos besoins et à être reconnus pour ce que nous sommes. La tristesse. Quelle est l'utilité de cette émotion? Eh bien, elle va nous aider à tourner une page. Parfois, il faut du temps pour s'adapter à un changement, pour quitter. Par exemple, après une séparation, après un deuil, après un changement de domicile, de travail, même la retraite, eh bien, il va falloir du temps. Et c'est ce temps de tristesse qui va nous permettre de retrouver un nouvel équilibre et un sens nouveau.
Et la joie, eh bien la joie, elle nous permet de savourer l'instant présent, hein, de vivre, c'est notre potentiel de santé. Et Rabelais disait bien, les joyeux guérissent mieux. Hein. Alors les émotions sont parfois bien difficiles à vivre, mais elles font partie de la vie. Et elles sont là pour nous aider, j'espère que vous avez compris, à retrouver un nouvel équilibre. Mais comme c'est difficile à vivre, eh bien parfois nous allons utiliser des stratégies pour ne pas les vivre. Donc nous allons les cacher. Cacher derrière le rire, c'est l'histoire du clown triste, hein, qui cache ses émotions derrière le rire. Parfois nous allons fuir nos émotions. Et fuir, eh bien, nous pouvons les fuir en nous activant, en bougeant, en ne nous arrêtant jamais pour ne pas ressentir. Sauf que bien, la cocotte minute à l'intérieur de nous, elle commence à se charger. Parfois, nous allons utiliser la stratégie de la compensation, c'est-à-dire que nous allons compenser en mangeant ou en achetant des tas de choses. Hein. Ou alors, on va passer par le mental, c'est-à-dire qu'on va vouloir raisonner, expliquer, donc on va passer du temps, voilà, on passe par le mental, voilà, pour ne pas vivre et ressentir l'émotion. Parce que nous pensons que nos émotions devraient être accessibles au raisonnement, au bon sens. Souvent on entend dire « ne pleure pas, ça va passer, c'est rien ». Surtout quand une personne est triste. Il faut lui laisser le temps de pleurer, de vivre son émotion. Parce que les larmes sont libératrices. Et si on ne se permet pas de pleurer, eh bien, tout reste à l'intérieur de nous. Donc, quand on a une émotion, avant de réfléchir avec le mental, nous allons d'abord réagir par le corps, et heureusement. Et par rapport aux émotions, je voudrais parler du fonctionnement du cerveau, parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi les enfants ne fonctionnent pas comme nous par rapport aux émotions. Selon la théorie de MacLean, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce neurobiologiste américain, qui parle de 3 cerveaux, du cerveau triunique, 3 cerveaux en un. Hein. Donc, il parle du cerveau reptilien ou archaïque, qui correspond au tronc cérébral, au cervelet. C'est la partie la plus ancienne de notre cerveau. Et donc, cette partie-là, elle va gérer les besoins fondamentaux liés à la survie de l'individu, comme la respiration, comme le sommeil, comme le rythme cardiaque. Et c'est aussi le siège des comportements instinctifs, réflexes, notamment l'instinct de conservation, qui nous fait fuir, par exemple, face à un danger. Le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel, il est apparu chez les premiers mammifères et il a pour fonction l'adaptation à l'environnement social. Il nous fait aussi ressentir l'agréable et le désagréable. Et c'est le centre des émotions, de l'affectivité, des processus de mémoire. Et un de ces éléments, qui s'appelle l'amygdale, donc j'en reparlerai tout à l'heure dans la conférence. Le cerveau supérieur, ou néocortex, qui lui fait 85% du volume du cerveau, est apparu chez les primates. Il enveloppe le cerveau reptilien, le cerveau limbique,
et c'est le siège des fonctions cognitives, c'est-à-dire du langage, de la capacité symbolique, de l'imagination, et il va permettre la réflexion et le raisonnement. Voilà, donc le schéma du cerveau. Donc vous voyez bien le cortex qui occupe la plus grosse partie du cerveau, hein, et qui englobe le limbique et le reptilien. Alors chez l'enfant, le cortex, le néocortex, est en formation et il continue son développement tout au long de l'enfance. Ce qui veut dire que bien, le cerveau d'un enfant ne va pas fonctionner comme le cerveau d'un adulte. Il n'est pas mature. Chez l'enfant, le cerveau archaïque et le cerveau limbique sont dominants. Ce qui explique pourquoi l'enfant ne peut pas contrôler et ne peut pas maîtriser ses émotions. Parce qu'il ne peut pas, comme l'adulte, raisonner, prendre du recul par rapport à une situation émotionnelle. Il ne peut pas contrôler ses impulsions. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'a pas la capacité de le faire. Donc, surtout un petit enfant, attention, je parle des petits enfants avant 7 ans, 8 ans, hein, il va réagir spontanément d'une manière impulsive. Et donc, cet enfant, parfois, est submergé par ses émotions. Un exemple, ça vous est tous arrivé, je pense, un enfant à qui on refuse un bonbon, notamment un bonbon, il voulait un bonbon jaune et on ne peut lui offrir qu'un bonbon rouge. Et donc, nous allons raisonner, lui expliquer que eh bien, nous lui achèterons le bonbon rouge demain, qu'aujourd'hui nous n'en avons pas, qu'il n'y a que le bonbon jaune, etc. Et nous sommes partis dans les explications, etc. Mais lui, il n'en a rien à faire. Lui, il réagit d'une manière impulsive. Lui, ce qu'il veut, c'est le bonbon jaune et rien d'autre. Donc, en raisonnant, nous aurons beau raisonner avec lui, ça ne marchera pas. Il n'a pas la capacité, comme nous, de prendre du recul. Et surtout, il ne faut pas lui demander d'expliquer pourquoi il veut absolument ce bonbon jaune. Il ne peut pas. Hein. Donc lui, il est en colère et il va crier ou se rouler par terre, etc. Hein. Donc pour nous, parents ou grands-parents, c'est complètement incompréhensible de se mettre dans un état pareil pour un bonbon que l'on refuse. Donc, donc j'expliquerai un petit peu après comment on peut arriver à calmer l'enfant, quelles vont être les bonnes attitudes à avoir avec lui à ce moment-là. Je continue par rapport au cerveau. Au niveau de notre cerveau, d'autres zones sont particulièrement importantes par rapport aux émotions. Alors, je ne parlerai que de 3 autres zones, mais il y en a encore bien d'autres. Hein. Alors, je vais parler du cortex préfrontal, qui est dans la partie antérieure du lobe frontal. Hein. C'est le centre de décision, de planification, et au niveau émotionnel, il nous permet de dire non à nos impulsions quand nous sommes adultes. Face à une situation difficile, il va nous aider à prendre du recul et à réfléchir. Donc l'adulte, lui, il va pouvoir contrôler ses impulsions parce que son cortex préfrontal est mature. Sauf s'il est fatigué. Et là, il n'a plus vraiment les capacités de réfléchir et son cortex préfrontal n'est plus en fonction de réguler. C'est comme s'il était en prise directe avec le stress à l'intérieur de lui ou avec la fatigue. Et si l'adulte est en réaction de stress et que l'enfant l'est aussi, eh bien, le calme ne va pas revenir parce que le stress de l'adulte va stresser encore plus l'enfant.
Donc c'est un cercle vicieux qui peut parfois pourrir l'ambiance d'une maison ou même une relation de couple. Alors je parlerai aussi du cortex orbitofrontal, qu'on appelle COF, parce que c'est plus simple, qui joue un rôle dans les capacités, dans les facultés d'empathie et d'affection, et aussi au niveau des émotions qu'il va réguler. Donc, et la maturation de ce COF pour un enfant, ça va dépendre de l'environnement, de son environnement. Et sa croissance va débuter vers 5 ans et va se poursuivre à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans. Ce qui veut dire qu'en dessous de 5-6 ans, eh bien, l'enfant contrôle mal ses impulsions. À partir de 5-6 ans, il va commencer à comprendre ses émotions et à avoir petit à petit la capacité, enfin être capable de les surmonter. Et par rapport à ce cortex orbitofrontal, Alain Shore, un neurobiologiste américain, parle du rôle principal des parents dans le développement de cette structure. Donc je vous lis ce qu'il écrit. Si les parents offrent l'écoute et la sécurité nécessaires, le COF, c'est-à-dire le cortex orbitofrontal, s'épanouit. S'ils sont indifférents ou abusifs, la croissance du COF s'enraye, entraînant une moindre capacité de régulation de la durée, de l'intention ou de la fréquence des émotions. De bonnes relations humaines dépendent en partie de ce circuit neuronal. Si le COF se développe mal, l'enfant, puis l'adulte, aura de la difficulté pour réguler ses émotions. D'où l'importance d'un environnement sécurisant. De 2 à 6 ans, ce qu'on sait aussi, je vous l'ai dit, c'est que le cerveau de l'enfant est en pleine construction et qu'à cet âge, quand il est soumis à trop de stimulation, il est incapable de faire le tri. Ça le stresse énormément et il a besoin de décharger la tension qu'il ressent. Et ça, vous le savez très bien, ça se passe souvent au supermarché, et j'en reparlerai plus tard aussi. Donc nous, parents ou grands-parents, nous prenons cela pour de la colère ou un caprice. Et c'est avant tout du stress ou ce que l'on appelle une décharge émotionnelle. Un enfant de 2 ans et demi aussi ne peut pas maîtriser la relation de cause à effet. C'est-à-dire que si on lui dit « ne grimpe pas sur le mur, tu vas tomber », il ne fait pas la relation entre grimper sur le mur et tomber à cet âge-là. Lui, il va grimper sur le mur et il va recommencer à grimper sur le mur parce qu'il a besoin de mouvement. Et à cet âge, on a ce qu'on appelle une intelligence sensorimotrice, c'est-à-dire qu'on a besoin de bouger. Donc l'enfant, il a besoin de faire les choses. Et donc, eh bien, à nous, parents, d'assurer sa sécurité. Et là aussi, ce n'est pas la peine de partir dans des explications auprès de cet enfant, parce que, voilà, pour lui, il veut bouger, il veut faire les choses. Et c'est comme ça que mon petit-fils était tombé d'une table de salon, parce que, voilà, il montait dessus, et à l'époque, je ne connaissais pas tout ça. Voilà, et c'était fait mal. Et de 6 à 12 ans, c'est la formation de l'esprit analytique de l'enfant, c'est-à-dire c'est l'époque de la socialisation. Et là, il va apprendre qu'il y a des règles, des lois pour vivre en société. Et à ce moment-là, il peut développer ce qu'on appelle une anxiété sociale, c'est-à-dire que bien, il peut craindre d'être jugé par les autres, il peut avoir peur de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté. Et parfois, ça peut se traduire par des pleurs, du stress ou même différents mots, MAUX, dans le corps. Donc, ce qui est à retenir là, et ce qui est important de savoir,
c'est que le cerveau d'un enfant n'est pas mature, qu'il lui faut du temps, hein, et qu'il n'a pas les mêmes capacités que nous, adultes, de pouvoir prendre du recul par rapport aux émotions, de raisonner, de réfléchir par rapport aux émotions. Alors, je vais parler maintenant des différentes émotions chez l'enfant. Alors, on va commencer par la peur chez l'enfant. Alors, qui n'a pas eu peur enfant? Donc, peur de l'eau, peur de dormir, peur du loup, peur d'aller à l'école, peur du serpent, peur du noir, et puis sûrement d'autres, hein, peut-être la liste. Peur de l'abandon. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. Donc la peur a sa raison d'être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle va nous donner l'énergie dont nous avons besoin pour faire face au danger. Hein. Donc le cœur va s'accélérer, la respiration aussi, on va peut-être transpirer, on va avoir des sueurs peut-être. Donc tout ça, c'est physiologique. Et dans notre cerveau, c'est le rôle de l'amygdale, qui fait partie du cerveau limbique et qui détecte tout danger. Donc, l'amygdale, elle informe d'abord le corps, et heureusement, hein, que ça passe d'abord par le corps, et ensuite les zones de réflexion du cerveau. Et l'amygdale, elle est mature dès la naissance chez l'enfant. Par contre, les structures cérébrales qui sont capables de freiner l'amygdale, elles ne fonctionnent pas. Ce qui veut dire qu'un enfant, eh bien, il ne peut pas maîtriser tout seul sa peur, surtout un petit enfant. Et il a besoin d'un adulte qui le rassure et qui l'apaise. Alors, si je donne un exemple, j'imagine un chien qui est menaçant, hein, et un enfant qui a peur du chien, soit il se fige sur place, soit il se met à pleurer, soit il s'enfuit, etc. Quel va être mon rôle, moi, d'adulte? Eh bien, je vais l'accompagner pour pouvoir apprivoiser cette peur. C'est-à-dire que je vais lui montrer que je peux peut-être caresser ce chien. Je vais lui demander ce qui lui fait le plus peur. Parce que parfois, l'enfant va répondre bah, c'est ses dents, ou c'est sa grosse patte là, ou peu importe. Hein. Et puis, je vais aider l'enfant petit à petit, peut-être, à s'approcher du chien. Je vais le familiariser petit à petit avec l'animal. Parce que si je ne fais pas ça, eh bien, si je n'accompagne pas mon enfant par rapport à la peur, eh bien, il risque d'avoir toujours peur des chiens. Hein. Donc, c'est pareil pour la peur de l'eau. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont eu peur de l'eau. Hein. Donc, je prends un enfant qui est à la piscine et puis qui est sur le bord et qui dit « J'ai peur, je ne veux pas sauter dans la piscine ». Et la maîtresse ou son père ou sa mère va lui répondre « Mais regarde tes copains, en plus c'est pas profond, montre-nous que tu es grand, ne sois pas bête ». Là, ça veut dire que la peur de l'enfant, elle n'a pas été entendue. Et si ça se reproduit, eh bien l'enfant va perdre petit à petit la confiance en ses parents. Là aussi, l'enfant, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être sécurisé, il a besoin d'apprivoiser l'eau parce que l'eau, il ne connaît pas, voilà, c'est un nouveau milieu peut-être pour lui. Donc, l'adulte peut lui dire, je comprends que tu aies peur, c'est nouveau pour toi. Tu peux t'asseoir au bord et je vais aller dans l'eau et je vais t'attraper quand tu vas sauter. Donc, notre rôle à nous, c'est de lui montrer qu'il a des capacités, des ressources et qu'il peut y arriver. Donc, il faut aider l'enfant à dépasser ses peurs et à lui montrer qu'il a des ressources, donc par rapport là à la piscine, par rapport au chien.
Et certains enfants ont une amygdale hypersensible. C'est-à-dire que quand ils ont peur, eh bien, ils ne tiennent pas du tout en place et ils ont envie de taper, de mordre. Si vous pensez au chat, il fait un petit peu pareil. Hein, quand vous vous approchez pour le caresser, mais vous vous approchez brutalement et trop vite, eh bien, il va vous mordre, hein, ou vous griffer. Hein. Donc, quand on a peur, parfois, on peut devenir agressif. Hein. Et quand les personnes qui sont autour de l'enfant le jugent, c'est-à-dire comme tout à l'heure, lui disant que, voilà, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais ne sois pas bête, etc., par rapport à la piscine, ou minimise sa peur, ou alors le surprotège, eh bien, ça ne va pas aider l'enfant. Lui, il a besoin d'être écouté, accompagné pour apprivoiser sa peur. Et on ne va pas lui demander pourquoi il a peur, parce que voilà, il n'a pas la capacité, surtout s'il est petit, de raisonner pourquoi. Mais plutôt, on va lui demander qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Et l'enfant, face à la peur, il a besoin de se sentir fort, de se sentir capable. Et dans toute peur, eh bien, il y a une phase qui est ascendante d'action, hein, puis une phase de décharge. Et la phase de décharge, eh bien, ça peut être une phase où l'on tremble, où l'on pleure, où on relâche. Hein. Par exemple, après un accident de circulation, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais quand l'enfant est victime d'un accident ou qu'il est dans la voiture alors que nous avons un accident de circulation, eh bien, il faut le laisser pleurer, il faut le laisser libérer la peur qu'il a eue. Parce que si on ne lui permet pas de pleurer, si on ne parle pas avec lui de ce qui lui a fait peur, de ce qu'il a ressenti en lui, eh bien, il risque ensuite de faire des cauchemars, hein, et de revivre la scène sans arrêt. Donc, c'est important de lui dire de quoi tu as le plus peur, quelles images sont dans ta tête, qu'est-ce qu'il y a comme images dans ta tête. Hein. Alors, une autre peur chez les enfants, eh bien, c'est la peur de dormir. Hein. Dormir, c'est lâcher le contrôle, c'est quitter papa et maman, c'est se retrouver seul, dans le noir souvent. Hein. Donc là aussi, l'enfant a besoin d'être accompagné, et vous le savez très bien parce que vous le faites en général, on va lui lire une histoire, on va lui mettre une veilleuse, on va passer un petit moment avec lui avant d'éteindre la lumière. Il a besoin d'être sécurisé, il a besoin de quelque chose de rassurant pour pouvoir s'endormir. Hein. Une autre peur, donc la peur d'être, j'en reviens à ce que monsieur me disait, abandonné ou séparé des gens qu'il aime. Hein. Par exemple, quand maman ou papa partent loin, peut-être pour leur travail, etc., l'enfant peut avoir peur et d'être abandonné ou séparé. Donc là, on peut laisser un objet à l'enfant, un objet qui appartient à maman, par exemple un foulard de maman, etc., qu'il gardera, par exemple, le soir avant de s'endormir, dans son lit. La peur des autres, ça c'est à partir de 5 ans, un petit peu plus. Les enfants peuvent avoir peur d'aller vers les autres, parce qu'ils ne les connaissent pas. Alors on voit l'enfant qui attend, qui observe, et puis qui va se cacher derrière ses parents, qui ne veut pas aller dire bonjour. Et à 5 ans, bien, c'est pas vraiment un problème, parce que une fois que l'enfant a observé, eh bien, il ira de lui-même après voir le monsieur ou la dame, ou peut-être qu'il lui portera un dessin. Voilà, c'est une peur un peu normale, hein, à cet âge-là. L'anxiété. Donc certains enfants sont plus anxieux que d'autres. Alors ça, c'est pas moi qui le dis. On dit que l'intelligence grandit en même temps que l'anxiété.
C'est Isabelle Fiossa aussi qui dit ça. Elle dit, oui, un enfant qui a trop confiance en lui, eh bien, il ne voit pas les problèmes. Tandis qu'un enfant qui est un peu anxieux, ben, il va regarder la situation, il va l'observer, il va se dire des choses dans sa tête, il va dire bah, si je fais ceci, ça va se passer comme ça, si je fais ça, etc. Et il va développer donc son intelligence. Alors je ne dis pas qu'il faut être super anxieux, hein. Une dose d'anxiété raisonnable. Donc il y a des anxiétés aussi parfois qui sont dues à des problèmes physiologiques, physiques, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier que l'enfant entend bien, voit bien. Hein, ça, c'est très important, hein, de vérifier les sens, les 5 sens. Et puis, là aussi, l'anxiété, par exemple, par rapport à l'hôpital, par rapport au médecin, hein, l'anxiété ou la peur. Je pense que c'est important de lui expliquer les choses à l'avance, de le préparer, mais en restant dans les faits. C'est-à-dire, voilà, on va lui dire, tu vas aller chez le médecin, tu vas entrer dans la pièce où se trouve le médecin, tu vas t'asseoir sur une chaise et puis le médecin va te parler, il va écouter ton cœur. Voilà, on lui parle des faits, hein, ce qui va se passer à peu près. Hein. Après, il y a certains enfants qui vont vous raconter qu'ils ont peur des monstres. Hein, donc, voilà. Alors, peut-être que ça vous est arrivé aussi quand vous étiez enfant. Hein. Donc là, on va faire raconter à l'enfant, on peut lui faire dessiner le monstre qu'il voit. Hein. On peut lui faire, on va lui faire raconter comment il est, son monstre, etc. Et puis après, on peut jouer à le faire diminuer ce monstre. Et s'il devenait plus petit, et s'il devenait encore plus petit, on peut faire modifier l'image du monstre. Et puis, je discutais une fois avec un papa qui me parlait de son enfant qui avait peur des monstres et qu'il en avait assez parce que tous les soirs, c'était, il fallait chasser les monstres, il fallait regarder sous le lit, voir s'il n'y avait pas des monstres, etc. Et un jour, il a eu l'idée de prendre un balai et de dire, voilà, à son enfant, c'est un balai magique et il va chasser les monstres, il va faire partir tous les monstres. Et tous les soirs, il arrivait avec son balai, il passait sous le lit, alors voilà. Et ça a marché. Hein. Ça ne marche pas toujours, mais ça a marché. Je pense qu'avec les enfants, il faut avoir beaucoup d'imagination. Hein. Il ne faut pas hésiter à se mettre en scène. Et en général, ça marche. Donc pour nous, parents, nous devons donner à l'enfant la sécurité, la protection, donc les câlins. Et par rapport à la peur, nous devons l'aider à développer, son pouvoir personnel, sa capacité à faire face. Alors, donc il vaut mieux éviter évidemment d'exposer un enfant à la peur. Par exemple, à la piscine, le pousser pour qu'il aille sauter dans l'eau, hein, comme on a pu voir parfois. Le surprotéger, ce n'est pas l'aider non plus parce qu'il va penser dans sa tête qu'il n'est pas capable. Hein, il n'est pas capable de faire les choses. Minimiser avec nos mots, c'est lui cacher en fait. Et c'est pas l'aider non plus. Demander pourquoi, ça dépend de l'âge, mais il n'est pas capable. Et de juger, c'est pareil. Hein, il va se dire, non, je suis bon à rien. Voilà. Alors par contre, ce que l'on peut faire, c'est essayer de reformuler avec lui sa peur, c'est s'appuyer sur son ressenti. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? Si tu veux, je vais t'aider, hein, par rapport à un chien, etc. On va dédramatiser par le rire. Hein. On va l'aider avec la respiration. Mais ça se fait un peu à l'avance. On va apprendre l'enfant à respirer fort et surtout à bien souffler. Hein. Voilà. On va développer son pouvoir personnel et là, pour cela, il a besoin d'un adulte, hein, qui va l'aider à développer son pouvoir personnel. Alors, la tristesse. Donc, la tristesse, c'est l'émotion qui accompagne une perte, un changement. Chaque fois que l'on doit quitter, hein, soit une maison, soit sa nounou, soit sa maman le matin, soit
Ça peut être la mort d'un animal, un être proche, ou alors pour l'enfant, même un jouet cassé. Ça peut le rendre énormément triste. Et pleurer, c'est l'expression de la tristesse. Et les larmes sont salutaires et libératrices. Et il faut accueillir les larmes d'un enfant, les pleurs d'un enfant, il faut le prendre dans ses bras pour l'aider. Et en général, nous adultes, nous supportons mal de voir un enfant triste, de voir un enfant pleurer. Et il arrive qu'on lui dise « Arrête de pleurer, c'est pas joli, regarde dans quel état tu te mets. » Puis même parfois, on peut dire « on dirait une fille. » Donc, on va juger l'enfant. Je pense que vous avez déjà entendu des choses comme ça. On va minimiser son émotion. Et ça ne va pas l'aider, parce que lui, il est triste. Parfois, on va mettre un pansement pour calmer l'enfant. C'est-à-dire qu'on va lui dire, par exemple, si son jouet est cassé, on va lui dire « Oh, mais ce n'est pas grave, je vais aller t'en acheter un autre. » Sauf que lui, c'était son jouet qui était abîmé, cabossé, etc. Mais c'était le sien, c'était celui qu'il aimait. Et c'est celui-ci qui est cassé. C'était celui-ci qu'il aimait. Donc, on a beau lui dire « Je vais aller t'en acheter un autre », on n'a pas entendu sa tristesse. Ou alors, on va mettre un autre pansement, on va dire « Viens, je vais aller t'acheter un gâteau, viens, je vais te donner des bonbons pour… » Voilà, on met un pansement sur… pour éviter que l'enfant soit triste. Mais en fait, on va lui dire « Oui, je pense que la meilleure solution, c'est de dire « Oui, je comprends que tu es triste. Oui, je comprends que tu as envie de pleurer parce que ton jouet est cassé, etc. » Là, on a entendu la tristesse de l'enfant. Alors nous croyons faire bien en agissant ainsi, et moi j'ai agi ainsi avec mes enfants parfois, parce que voir un enfant pleurer, voir un enfant souffrir, c'est difficile, et puis ça nous renvoie parfois à notre propre tristesse, et être confronté à la tristesse, c'est dur, on aimerait tellement que tout aille bien et que tout soit parfait. Et un enfant qui ravale ses larmes pour faire plaisir à papa, maman, qui garde sa tristesse au plus profond de lui, ces tristesses non libérées, elles vont perdurer longtemps. Et donc j'ai reçu des enfants qui étaient tristes, qui pleuraient facilement, qui n'avaient pas d'envie. Et les parents ne comprenaient pas, ils me disaient « il a tout pour être heureux ». Et en parlant avec l'enfant seul, en passant par le dessin, par le jeu, souvent je découvrais que la cause de la tristesse était la perte, mais ça peut être la perte d'un animal. Et les parents avaient complètement occulté, ne se souvenaient plus que le chat avait disparu ou que le chat était mort, etc. Et simplement en évoquant cette perte de l'animal, en évoquant cet animal avec l'enfant, en faisant aussi d'autres techniques de relaxation ou de EFT, ça allait beaucoup mieux. La tristesse de cet enfant n'avait pas été exprimée, n'avait pas été entendue, n'avait peut-être même pas pu pleurer, ou alors il avait pleuré mais tout doucement dans sa chambre. Voilà, il avait besoin que cette tristesse soit entendue. Parce que les enfants sentent tout et ils savent. Il ne faut pas leur cacher notre propre tristesse ou le décès d'un parent ou d'un grand-parent. Parce qu'ils perçoivent qu'on ne leur dit pas la vérité et ils vont perdre la confiance en nous. Et il faut toujours revenir sur les faits et ne pas en rajouter. C'est-à-dire, par exemple, si son papy est décédé, on va lui dire « Tu l'aimais bien, papy ? Qu'est-ce que tu faisais avec lui ? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur ? Il te manque beaucoup ? Donc, viens, tu as le droit de pleurer. On peut pleurer ensemble. Donc,
voilà, il faut accompagner cette tristesse. Je sais bien, c'est pas facile, on n'a pas l'habitude de faire ça, hein. Mais c'est rendre service à nos enfants. Et avant 9 ans, les enfants parlent de la mort très librement parce qu'ils ne se représentent pas ce que c'est, hein. Ils peuvent dire à une personne âgée ou à l'un des grands-parents « Quand est-ce que tu seras mort ?» Ou « Quand tu seras mort, je prendrai ton beau couteau. » Voilà, donc l'enfant, voilà, il ne réalise pas, hein. En tout cas, chaque fois qu'il y a tristesse, il faut laisser de l'espace pour les pleurs, prendre l'enfant dans ses bras, pleurer avec lui, et l'enfant va pouvoir se réparer. Parce que tout ce temps de pleurs, c'est un temps de réparation. Il y a d'autres tristesses. Il y a d'autres tristesses qui peuvent, enfin je les ai rencontrées, qui peuvent être dues à l'intimidation, voire à l'humiliation. Par exemple, un enfant qui est agressé chaque jour par un camarade dans la cour de récréation ou à la cantine. Et là, l'enfant peut vivre une grande souffrance et souvent, il n'en parle pas. Ou alors, s'il en a parlé, il n'a pas été entendu. Et là, son comportement peut changer. Hein, c'est-à-dire qu'il peut se replier sur lui-même, il peut pleurer quand il est tout seul. En tout cas, on peut le voir vraiment très, très triste. Hein. Et donc, il ne faut pas laisser perdurer une telle situation. Si l'enfant nous dit que c'est à l'école, il faut aller voir l'enseignant, en parler, et surtout parler avec l'enfant des faits, toujours les faits. Hein, on s'appuie sur les faits. Je t'entends pleurer. Qu'est-ce qui se passe? J'observe que tu es triste et que tu ne joues plus. Hein. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Voilà. Une autre tristesse chez les enfants, c'est celle due à la séparation des parents. Donc là, il faut rassurer les enfants en leur disant que les parents ne cessent jamais d'aimer leurs enfants. Et que bien, les parents ont aussi du chagrin, qu'il est différent. Hein. Il ne faut pas laisser les... Enfin, il faut être clair avec eux et ne pas donner l'illusion à l'enfant que peut-être les parents vont revenir ensemble ou voilà. Et parfois, c'est trop difficile pour les parents à ce moment-là d'écouter la tristesse de leurs enfants. Donc, il ne faut pas aider, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à passer le relais à quelqu'un. Voilà, donc je vous ai mis accompagner la tristesse, donc parler, observer le comportement de l'enfant, pleurer, même pleurer avec l'enfant, lui donner un câlin. Utiliser la boîte à tristesse. Alors la boîte à tristesse, un de ceux qui en a parlé, c'était Jacques Salomé, qui en avait parlé. Donc c'est une boîte voilà, dans laquelle l'enfant va pouvoir mettre ses tristesses, écrire sa tristesse sur un petit bout de papier, la mettre dans la boîte. Parce que la tristesse, à ce moment-là, elle sera moins à l'intérieur de lui, il va la poser sur un papier, et donc c'est comme s'il se libérait un peu de cette tristesse qui est à l'intérieur de lui. C'est comme permettre aux enfants d'avoir un carnet, un cahier secret dans lequel ils vont pouvoir écrire leur tristesse, leur colère. C'est excellent pour les émotions, hein, pour aider l'enfant à parler de ses émotions. Hein. Utiliser les fleurs de bac, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est plus pour les adultes, c'est bien pour les enfants, il faut faire attention. Il faut toujours demander la posologie. Donc les fleurs de bac, c'est à base de plantes. Bach était un médecin anglais, je pense, et qui a fait des remèdes à base uniquement de plantes et qui aident beaucoup par rapport aux émotions. Hein, que ce soit les peurs, la colère, la tristesse, etc. C'est pour l'émotionnel, essentiellement.
Ça se présente sous forme de petits flacons comme ça, tout petits, et on n'en prend que quelques gouttes sur la langue. Voilà, mais c'est bien pour les adultes aussi. Et au niveau des fleurs de bac, il y a un remède qui est très connu, c'est le remède de secours. Bon, Rescue, merci. Rescue Remedy, qui est très connu. C'est-à-dire que chaque fois que l'on met, pour les adultes, chaque fois que l'on a une grosse peur ou que l'on sent une grosse émotion, eh bien, on peut prendre, pour nous, adultes, 5 gouttes de Rescue Remedy sur la langue. Voilà. Par contre, ce n'est pas quelque chose à prendre en continu, parce qu'on ne va pas prendre ça 3-4 fois dans la journée, tous les jours, etc. C'est le remède du secours. Et donc, c'est assez intéressant. J'ai utilisé... Alors, mon petit-fils m'avait joué un tour un jour parce qu'il m'avait pris le flacon sans que je m'en aperçoive. Mais c'est tout petit, c'est haut comme ça. Il l'avait emmené à l'école. Et évidemment, à l'école, on n'a pas le droit d'apporter des médicaments, etc. Donc, il était au collège à l'époque et il était allé tout de suite à l'infirmerie. On lui avait supprimé, évidemment, parce que... Et puis, il en donnait aux copains. Il était très généreux. Voilà. Et moi, je n'étais pas très fière de moi, mais en fait, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il avait pris ce flacon. Alors, on va passer à une autre émotion où il y a peut-être beaucoup à dire. C'est la colère. La colère. Chez les enfants, on rencontre beaucoup de colère, notamment chez les tout petits. Et la colère, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une émotion qui permet de s'affirmer, de dire je, de dire ça suffit, de se faire respecter, de faire respecter son corps, de faire respecter son territoire, de faire respecter ses idées. Par exemple, en classe, je me souviens que les enfants ont une table, un bureau plus petit que j'ai là actuellement. Et si le copain d'à côté posait son coude sur le bureau qui m'appartient, ou qui appartient à l'enfant, ou s'il mettait un cahier ou un crayon, etc., c'était la colère. Donc celui à qui appartenait la table se mettait tout de suite en colère parce qu'il n'y avait pas respect de son territoire. C'était son territoire n'était pas respecté, l'autre avait empiété sur le territoire. Et donc là, c'est une colère saine. Ça ne dure pas longtemps, le temps qu'il crie un bon coup ou qui pousse l'autre, et puis c'est fini. Une colère, normalement, c'est très court. C'est l'enfant qui va se planter bien droit devant sa mère ou son père et qui va lui dire non, je n'irai pas au parc cet après-midi parce que tu m'avais promis de jouer avec moi à telle chose, et non, je n'irai pas. Donc là, c'est une colère, saine. Et lorsqu'il y a frustration, l'enfant éprouve souvent de la colère, c'est-à-dire lorsqu'on lui dit non. On va en reparler ensuite. En tout cas, la colère, c'est une émotion qui va nous aider à nous réparer aussi. C'est-à-dire, au lieu de se sentir coincé comme ça, là, de tout garder en soi, de tout ravaler, eh bien, l'enfant va s'affirmer, on le voit corporellement. Et ça, c'est important parce que ça va l'aider à construire son identité. Et la colère, ça part de l'intérieur et ça dit « stop ». Alors, les crises de colère, elles peuvent commencer très tôt. Elles peuvent commencer à 18 mois, 2 ans, et c'est normal. Et ça, c'est très difficile pour les parents à ce moment-là. C'est une étape dans le développement de l'enfant. Et là, on ne peut pas faire grand-chose parce que le cerveau de l'enfant est en pleine maturation. Et donc, voilà. Donc, nous avons à assurer sa sécurité en le serrant dans les bras, en lui parlant calmement. Mais c'est une époque aussi, c'est un moment où l'enfant va commencer à s'affirmer. Il va dire non. Pour un enfant de 4 ans et demi, plus, si à chaque frustration, c'est-à-dire si à chaque fois qu'on lui dit non, il se met à pleurer, ça veut dire qu'il cache sa colère en fait derrière une autre émotion. Il a appris à ravaler sa colère pour différentes raisons. Et si un enfant
n'exprime pas sa colère et pleure systématiquement, il va falloir essayer de l'accompagner, de lui parler, de lui dire qu'est-ce qui se passe. Je sens que tu as du chagrin, qu'est-ce qui te fait pleurer ainsi? Puis on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et parfois, ce que nous, parents, appelons colère, ce n'est pas de la colère. C'est du stress ou un trop-plein d'émotions. C'est un stress émotionnel. Par exemple, à l'école maternelle, un enfant qui est à l'école maternelle peut vivre dans sa journée une émotion avec un enfant qui lui prend un bout de territoire, par exemple. Une autre émotion dans la cour, quelqu'un qui le bouscule, etc. Et à chaque fois, il ne dit rien. Il y a des enfants qui ne disent rien. Et puis le soir, il rentre à la maison, et dès que maman est là, c'est-à-dire que dès que la figure d'attachement est là, il va relâcher les tensions. C'est comme un trop-plein. Et en général, ça va démarrer pour un rien. Ça va démarrer parce qu'il n'a pas les gâteaux habituels de son goûter. Et c'est comme une tempête. C'est trop de tension à l'intérieur de lui. Et il va bouger dans tous les sens. Il va crier. Et nous, si nous crions contre lui, ça ne va pas l'aider. Ça va le stresser davantage. Donc, c'est vraiment important à comprendre, parce que si nous, parents, nous pensons à cela, ça nous arrive aussi. Il arrive qu'au travail aussi, nous subissons aussi comme ça une émotion, puis une autre émotion dans la journée, qu'à chaque fois nous ne disons rien pour différentes raisons. Et le soir, quand nous arrivons, pour une petite chose qu'a dit notre enfant ou qu'a fait notre enfant, bien nous allons nous mettre en colère ou réagir très fort. C'est ce stress, c'est ce trop plein de tension qui va sortir. Donc là, il va falloir aussi essayer de calmer l'enfant en se mettant à sa hauteur, en lui parlant doucement, en le prenant dans les bras. Et c'est la même chose au supermarché. Parce qu'au supermarché, l'enfant il est soumis à trop de stimulation. C'est-à-dire que il y a la lumière, il y a les bruits, il y a les gens qui courent, il y a maman qui est stressée parce qu'il faut se dépêcher à faire les courses, parce qu'il y a autre chose après. Et puis, il y a maman qui disparaît, à un moment, je ne la vois plus. Et tout ça, pour l'enfant, c'est beaucoup de stress. Et à un moment, il va demander quelque chose à sa maman, et puis elle va dire non. Et là, ça va être la tempête. C'est l'enfant va peut-être se rouler par terre, peut-être il va crier, il va bouger en tout cas. Et les parents, là, ne savent plus trop où se mettre, parce que, voilà. Donc, pour un enfant petit, en dessous de 7 ans, je pense que c'est pas... Enfin, il vaut mieux ne pas l'emmener au supermarché, quoi. C'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop de stimulation pour lui et il vaut mieux faire autre chose avec lui que de l'emmener au supermarché. Voilà. Alors, si l'enfant est fatigué et qu'il a aussi un trop plein de stimulation, et ça, à notre époque, c'est très fréquent parce que les enfants sont souvent devant les écrans, que ce soit la télévision, que ce soit l'ordinateur, que ce soit la tablette, que ce soit, enfin, peu importe, eh bien, un enfant petit, son cerveau n'arrive plus à gérer. À un moment, c'est comme s'il y avait quelque chose qui disjonctait, quoi. Moi, je me souviens de mes petits-enfants qui regardaient la télévision, et si je les laissais trop longtemps devant le poste de télévision, que j'éteignais, peut-être trop brutalement, eh bien après, ils se bagarraient, ils se tapaient dessus parce que c'était beaucoup de tensions qu'ils avaient besoin de décharger. Ils étaient restés trop longtemps, quoi. Donc, quand un enfant est stressé, que ce soit à l'école maternelle ou que ce soit parce qu'il est resté trop longtemps devant la télévision, etc., il a plusieurs solutions. Chaque fois que l'on est stressé, on a 3 solutions. Soit on va fuir, soit on va attaquer, soit on va se figer.
hein. Donc l'enfant, souvent, bien, il va attaquer, il va mordre, il va pousser, il va se bagarrer, voilà, ça peut être une solution. Il va fuir parfois, hein. Mais pour les parents aussi, c'est un petit peu comme ça. Quand les parents se sentent trop stressés par leur enfant, voilà, qui crie, qui est en stress émotionnel, soit l'enfant va crier soit le parent va crier plus fort ou va mettre une tape, etc. Parce que voilà, il va attaquer. Hein, c'est comme ça qu'on réagit en situation de stress. Ou alors il va fuir. Et fuir, ça peut être « Ah, j'en ai ras-le-bol. Alors, vas-y, toi, occupe-toi de lui. Hein, moi, je n'en peux plus. Hein, » Donc, voilà. Vous avez tous connu ça, on a tous connu ça. Hein. Donc, on peut très bien favoriser, passer le relais. Mais en tout cas, si peut-être crier, ce n'est pas la solution non plus pour favoriser le retour au calme. Hein. La meilleure solution, c'est de se calmer, nous, d'abord, pour pouvoir aider l'enfant à se calmer. Hein. Et la colère aussi, j'en reparle, parce qu'on éteint la télévision ou parce qu'on lui demande d'arrêter de jouer sur sa PS4, par exemple, peu importe. Quand un enfant regarde la télévision ou quand un enfant regarde un écran, il y a comme une fascination chez lui et en plus, ça le relaxe. Hein, on peut voir souvent les enfants qui ont un pouce dans la bouche, etc. Et ça lui fait plaisir. Donc, il se sent bien. Il y a comme un circuit de plaisir en lui. Et si on arrive brutalement et qu'on éteint la télévision, eh bien, on le sort brutalement de ce circuit de plaisir dans lequel il était bien. On le sort de cette situation agréable. Il y a comme une chute brutale, un retour à la réalité. Et là, eh bien, ça va être la crise. Hein. Donc, comment faire par rapport à ça? Eh bien, il va falloir prévenir l'enfant. C'est-à-dire, eh bien, tu regardes ce dessin animé-là, et ensuite, je viendrai éteindre la télévision. Voilà. Ou alors, on lui demande de regarder les aiguilles de la pendule, et quand les aiguilles de la pendule seront là, eh bien, tu arrêteras de jouer ou ta partie sera terminée, etc. Alors, Isabelle Fioza dit toujours de donner les consignes d'une manière positive. C'est-à-dire de dire à l'enfant, oui, je sais que tu aurais préféré continuer à regarder la télévision et maintenant, on va aller prendre le bain. Elle dit que l'enfant entend mieux quand on donne les consignes de cette manière-là. Alors, je ne peux pas vraiment en parler parce que les miens maintenant, ils sont trop grands pour leur donner ce genre de consignes. Voilà. Mais en tant que parent, ce qui est important, c'est se positionner et tenir bon face à l'enfant. C'est-à-dire que si je lui dis que j'éteins la télé après tel dessin animé, eh bien j'éteins la télé. Parce que si je continue, alors je ne suis plus crédible. Et c'est normal que les enfants se tapent dessus après avoir regardé trop la télévision ou être trop sur les écrans, parce qu'un enfant, ça a vraiment besoin de bouger. Surtout un petit enfant jusqu'à 7-8 ans, il a besoin de mouvement. Donc il ne faut pas l'oublier. Il faut qu'il puisse aller shooter dans un ballon, il faut qu'il aille courir, il faut qu'il aille faire du vélo. Alors à ce moment-là, si on n'a pas la possibilité, il faut installer dans la maison, on verra tout à l'heure, peut-être un punching ball, peut-être une trampoline si on a de la place, voilà. Mais il faut vraiment qu'un enfant bouge, soit en mouvement. Cela va réguler les crises émotionnelles. Il y a beaucoup de crises émotionnelles à notre époque parce que les enfants ne bougent plus assez. Ils sont trop souvent assis. Et quand on dit à un enfant « calme-toi », ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Surtout un enfant qui est stressé, ça ne fonctionne pas du tout parce que le stress libère dans notre corps tout un tas d'hormones,
hein, cortisol, adrénaline, etc., qui font que l'enfant, en général, il est très tonique. Hein, et donc, il se débat si on essaie de l'attraper ou il va essayer de rejeter sa maman et son papa ou son papa. S'il est petit, il peut mordre, il peut s'enfuir. Voilà. Donc, il faut y aller petit à petit, se mettre à sa hauteur. Parfois, s'il est petit, on le prend sur les genoux ou on le met à plat sur les genoux, on le maintient bien jusqu'à ce qu'il se calme petit à petit. Et surtout, ce qui va déclencher le retour au calme, c'est de lui faire un câlin, de le prendre dans les bras, parce que là, au niveau de notre cerveau, eh bien, on va déclencher une autre hormone qui est l'ocytocine. Et cette hormone, elle va calmer le cerveau. C'est l'hormone de l'amour. Voilà. Et dès que je sens que l'enfant va se calmer, eh bien, je vais l'intéresser à autre chose. Et ça aussi, je pense que vous savez le faire. On va lui dire « Oh, regarde là-bas la belle voiture qui passe » ou etc. On va l'intéresser, on va détourner son attention. On va surtout le faire regarder loin si possible, hein, pour détourner son attention. On est toujours sur la tristesse, ah ouais. Alors, donc le stress émotionnel, la colère, donc l'accueillir, reformuler, bon voilà. Maintenir le contact, calmer, intéresser l'enfant à autre chose, c'est ce que je vous ai dit. Prévenir l'enfant, par exemple, quand on doit aller chez le docteur, etc. Alors, apprendre à souffler quand on sent la colère monter. Donc ça, c'est pas au moment où on est en colère qu'on va apprendre ça à l'enfant. C'est avant que l'enfant se mette en colère. C'est-à-dire que, voilà, on va montrer à l'enfant que, tu sais, quand tu sens que ça commence à bouillir à l'intérieur de toi, là, eh bien, tu peux respirer fort et bien souffler. Et puis nous, on va lui montrer l'exemple. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans la voiture, on commence à stresser parce que la personne devant nous, elle n'avance pas, etc. Et puis on dit à l'enfant, eh bien, je sens que je vais m'énerver. Alors, eh bien, on se met à respirer. Alors, je vais respirer. On se met à respirer, à souffler. Hein. Et donc, on va montrer l'exemple à l'enfant. Et l'enfant, eh bien, va nous imiter. Hein. Les enfants nous imitent beaucoup. Alors, on va terminer avec la joie. Parce que la joie, c'est une émotion qui est aussi importante et qu'on doit cultiver avec nos enfants. Hein. Parce que l'enfant, il est naturellement joyeux. Donc la joie, c'est une émotion de satisfaction pleine et entière. Donc quand on est joyeux, ça se voit sur notre visage, ça se sent dans notre corps. Et puis la joie, elle est motrice, hein, elle va nous propulser, elle va nous donner de l'énergie et elle accompagne la réussite, l'amitié, l'amour. Donc un enfant, naturellement, est joyeux. Hein. Alors, comment va-t-on les aider à cultiver cette aptitude naturelle qu'ils ont à la joie? Eh bien, il faut l'aider à se sentir fier de lui quand il réussit quelque chose, le féliciter, l'encourager. Et puis, nous, parents, osons prononcer des mots doux. Voilà. Je dis la différence avec les mots cailloux, c'est-à-dire les mots qui blessent. Les mots doux, comme qu'est-ce qu'on est bien tous les deux ici, par exemple. Hein, j'adore quand on va se promener tous les deux. Hein. Un enfant est joyeux lorsqu'il se sent libre, lorsqu'on joue avec lui, lorsqu'on est dans une relation de partage avec lui, de confiance. Et puis il faut aussi, nous, parents, on peut parler aussi de ce qui nous met en joie. Et lorsque nous sommes joyeux, nous, à l'intérieur de nous, eh bien, nous le transmettons à l'enfant. Par exemple, le soir au coucher, on pourrait très bien dire à l'enfant « Parle-moi des belles choses que tu as faites dans ta journée aujourd'hui. Parle-moi de ce qui t'a fait plaisir. Parle-moi des belles pensées que tu as eues. » Alors l'enfant peut commencer par des belles pensées, puis parfois, très souvent, on s'aperçoit que derrière les belles pensées, il y en a aussi des moins bonnes. Et c'est peut-être l'occasion de les poser aussi, à ce moment-là. Parce que le moment avant de s'endormir, c'est un moment privilégié où on est près de l'enfant et l'enfant va peut-être pouvoir dire à ce moment-là des choses qu'il ne va pas dire dans la journée. Donc,
Voilà, c'est très important la joie parce que ça va rééquilibrer un peu notre balance émotionnelle, hein. Et puis surtout, il faut dire à un enfant qu'on l'aime tel qu'il est, quoi, hein. Euh, voilà, c'est notre rôle, nous, en tant que parents, hein, euh, de nourrir ces besoins fondamentaux de l'enfant, hein. Bien sûr, l'enfant, il a des besoins physiologiques, comme des besoins de nourriture, de repos, d'abri, de sécurité aussi, mais il a besoin de tendresse, hein, et c'est comme ça qu'il va se construire. Il a besoin d'avoir un regard bienveillant et encourageant, hein. Il a besoin d'être aidé à développer donc ses habiletés sociales pour pouvoir se construire. Il a besoin de reconnaissance. Mais nous, adultes, parents, nous devons aussi tenir compte de nos propres besoins. Parce que si nous ne nous occupons pas de nos besoins, par exemple de dormir, etc., si nous sommes fatigués, bien, nous n'aurons pas la même attitude avec notre enfant, hein, si nous sommes trop stressés. Donc nous devons aussi nous occuper, en tant que parents, grands-parents, de nos propres besoins. Voilà, j'espère vous avoir aidé un peu à mieux comprendre hein, les émotions et les émotions chez l'enfant et peut-être vous avoir donné des outils par rapport à vos petits-enfants, aux enfants.